Bien, bonjour, je suis Jacques Pfister, je suis président de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence. Ici c'est chez nous, c'est cette belle école de commerce qui est en train de grandir, comme les entreprises que nous voulons voir grandir dans notre territoire. Et le thème du courage aujourd'hui de ce forum que nous avons l'habitude d'accueillir, qui est un grand moment pour le monde économique dans ce territoire, c'est de rassembler les entrepreneurs autour d'un sujet qui concerne les entreprises dans une conjoncture difficile. Voilà, il y a plusieurs milliers de gens qui viennent ici, d'entrepreneurs, et c'est un rendez-vous que nous encourageons. Je suis très heureux d'être ici. Donc bonjour, bienvenue au Forum des entrepreneurs, au 14e Forum des entrepreneurs à Cage Business School. Plus de 2000 chefs d'entreprise, les représentants du monde syndical, des représentants du monde politique présents, sur un thème qui est le courage. Le courage, c'est l'ADN du chef d'entreprise. Et nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est qu'on passe des paroles aux actes pour avoir, donc on ait le courage de réformer notre pays, de changer de modèle pour nous permettre d'avoir un modèle gagnant-gagnant qui fasse en sorte qu'on retrouve le plein emploi dans ce pays. Donc des ateliers prestigieux, 2000 personnes, des rencontres business, on discute, on échange, on rencontre des représentants des principales centrales syndicales et nos élus. Donc le forum incontournable, le lieu incontournable de la rentrée. En conclusion, si on peut dire quelque chose, c'est osons le courage. Comment ça va? Bonjour Monique. Ça va. Bonjour monsieur le maire. Ça va? Comment allez-vous? Bonjour, et vous? Ça va bien, merci. Jacques, bonjour. Comment ça va? Bien. Je vous demande pas de nouvelles de la belle-mère, mais je ne l'ai pas eu au téléphone encore. Mais elle ira voter au Sénat. Hein. On m'a dit que vous reveniez bientôt à la Madus. Ça me fait beaucoup Comment ça va? Oui, bonjour. On m'a dit que vous reveniez à la Madus. Bienvenue en ce moment. Mais c'est très bien, hein. C'est mieux qu'avant. C'est mieux qu'avant. Ça va, Jacques? Oui. Et vous venez avec moi, là? Allez, je viens avec vous. Allez, ok. Bonjour, monsieur le maire. Comment ça va? Allez, ça va bien. Bonjour. Ça va, oui, oui. Comment allez-vous? Oui, j'ai répondu. J'ai répondu. Oui. Merci. Pour regarder la date. Oui, bonjour à tout le monde. Alors, vous allez bien? Salut. Oui, il fait très chaud. Bonjour, mais ça va. Bonjour. Regarde, vous avez les pieds là. Ça va? Oui, si vous voulez, mais c'est pas utile. Comment ça va? Vous allez bien? On est là. Vous invitez à votre Le bâtiment. Bonjour. Le bâtiment. Vous allez bien? Bonjour. Ça va? Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien. C'est l'occasion. T'es prêt, installé? Ah, comment ça va? Patron de Citron. Oui. Et bonjour. C'est 10%. Bonjour à tout le monde. Comment allez-vous? Vous allez bien? Comment ça va, Raymond? Ça va bien? Bonjour, comment allez-vous? Vous allez bien? Allez, volontiers, allez, ce que vous voulez. Allez. Oui, très bien. Comment ça va? Vous allez bien? Bon. Mais là, on va rentrer aujourd'hui un peu difficile. Il fait neige. Ça va, bonjour. Alors, et vous, ça va? Ah, vous avez bronzé, super, hein? Bonjour. C'est bon. C'est vous qui avez construit cet immeuble C'est fabuleux. magnifique. Encore une élection. Vous avez eu le service national. Veolia profite de beaucoup de marchés publics
dans cette ville de Marseille et doit pouvoir donner aussi un coup de main. Vous savez qu'il y a beaucoup de repreneurs qui s'intéressent à ce couple, mais qui attendent qu'ils soient au tribunal de commerce pour agir et qui se disent, bon, c'est peut-être une entreprise qui aujourd'hui a 2600 salariés, mais qui pourrait fonctionner avec beaucoup moins. Ben, c'est impossible pour le maire de Marseille, pour les élus de Marseille, d'envisager que l'on puisse faire déposer le bilan à la SNCF sans espoir de recours. Alors il y a Christian Garin, il y a toutes sortes de personnalités qui suivent cela avec Roland Blum. C'est Roland Blum qui pour nous à la municipalité suit ce dossier. Mais là aussi, il faut du courage. Et il faut du courage au président de la République. Me voilà chargé de faire un petit monologue, chers amis spectateurs. Je suis Michel Rocard, un ex de tas de choses, notamment Premier ministre. Et j'étais invité à ce forum des entreprises des Bouches-du-Rhône, en fait. Et je trouve cette réalisation très remarquable. Un gros effort, une organisation absolument admirable. Et un souci, vous êtes 5 ou 600, un souci de réflexion civique, de réflexion générale qui vous honore. De toute façon, dans cette période de crise économique à laquelle personne ne comprend grand-chose, notre gouvernement à peine mieux que les autres, je suis là par solidarité avec le monde de la production, martyrisé par la crise. Mais j'ai voulu dire ici qu'il fallait rester relatif, qu'il fallait comprendre que notre faillite principale est intellectuelle. Nous ne comprenons pas tout de la crise qui nous arrive. Nous avons du mal à comprendre qu'elle est beaucoup plus internationale que proprement française. J'ai tenu à rappeler ce message. Et je vous souhaite à tous bonne chance pour tenir le coup, avec l'espoir que petit à petit, des lumières nouvelles, contraires à certains savoirs existants, permettront au gouvernement de s'en sortir mieux. Bonne chance à tous. Et donc on a fait ces deux tables, je sais pas si vous avez dire. Et comme ça, pour... phare de l'année, à chaque année, quand on reçoit tous les chefs d'entreprise qui sont dit, maintenant, est-ce que ça s'apprend à l'université, dans les amphis, je ne crois pas, est-ce que ça s'apprend dans des cours théoriques, je ne crois pas, l'école de management entre la... Vous avez été très intransigeant sur beaucoup de choses. Alors, je me suis amusé à regarder, vous avez même été mis en examen une fois pour atteinte à la liberté individuelle. Vous avez été relaxé, je crois, dans les minutes, ou en tout cas dans les... Ah, les 4 ans qui suivaient quand même, donc j'ai pas poussé... D'accord. Manifestement, le parquet, en tout cas, avait demandé la relaxe, et effectivement, il y a eu un jugement après. Quand on a préparé un peu ensemble au téléphone, vous m'avez dit, mais je me suis jamais posé la question de savoir si ce que je faisais, je le faisais avec du courage ou pas. Je faisais mon métier. Vous avez eu des contrats, si j'ose dire, sur la tête. La mafia a essayé de vous avoir plusieurs fois. Quand on est procureur de la République, là aussi, vous étiez quand même un procureur insoumis. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Le devoir de déplaire. Souvent, vous étiez un petit peu en délicatesse avec le pouvoir en place. Comment est-ce qu'on gère ça tout au long d'une carrière? Écoutez, il me semble que j'ai été payé par l'État pour remplir une fonction que j'avais choisie. Ce sont deux motifs pour moi de remplir pleinement la fonction. Un, parce que je l'avais choisi, c'est une simple question d'honnêteté. Et puis la deuxième question d'honnêteté, c'est parce que quand on accepte une rémunération pour faire quelque chose, le moins qu'on puisse faire, c'est de le faire. C'est vrai que l'appellation le thème de la journée courage m'a laissé un peu étonné. Et ce matin, en y songeant, en me rasant, comme d'autres songent à la présidence de la République, je me suis dit, quel courage de se raser tous les matins, puisqu'il faut recommencer le matin suivant. Alors, c'est à ça qu'on voit que ce peuple n'a plus guère de courage, parce que les hommes se rasent de moins en moins.
Monsieur Kahn, vous pouvez réagir quand vous voulez. Je plaisante. Ce n'était pas pour Jean-François Kahn, au moins il assume pleinement. Je trouve très surprenant, je vous dis, que dans un forum des entrepreneurs, le thème soit le courage. C'est presque inquiétant de penser que les entrepreneurs dans ce pays se demandent s'il ne faut pas du courage pour faire ce qu'ils font. Peut-être qu'ils se demandent si les autres en ont suffisamment. Non, mais leur environnement. Non, mais il ne s'agit pas de demander si les autres ont du courage, il s'agit pour chacun de faire ce qu'il doit. Moi, je crois que nous sommes d'un pays où nous ne savons plus désigner par le mot le plus juste une chose particulière. Parce qu'on ne parle pas de courage inconsidérément. Il me semble qu'il y a d'abord la notion de devoir. On a ce matin évoqué la notion d'intégrité. Oui, vous disiez que je suis incorruptible. Ben, c'est quand même bien le moindre pour un magistrat de pas être acheté quand même. Je ne peux pas accepter cette idée de comme il est courageux. Ceux qui le disent sont en général ceux qui ne sont pas prêts à vous suivre. Donc en réalité, vous servez d'alibi. Le peu que vous faites sert d'alibi à ceux qui ne veulent rien faire. Et ça, c'est terrible. Pas sous prétexte que vous êtes magistrat, que ça ne se fait pas, que vous êtes un peu frileux, vous ne pouvez pas aller sur le même terrain que ceux que vous combattez. Bon, si vous évoquez l'affaire VOM et d'autres même, en général, c'est pas moi qui ai lancé le premier coup. Mais à partir du moment où quelqu'un occupe l'antenne de manière récurrente en disant la justice c'est la Gestapo, bon, ouais, faut bien réagir quand même. On ne peut pas tout laisser faire. Et c'est ça aussi qui est important, c'est cette idée qu'on ne peut pas tout laisser faire. Il y a ce qu'on doit faire, mais parfois il faut aller un peu au-delà sans doute, parce que c'est important pour faire respecter ce que l'on fait, d'aller le dire clairement. Au terme du dossier. Mais on a tout le dossier au moins, c'est-à-dire tous les éléments. Quand la presse parle d'un dossier en général, elle donne rarement tous les éléments. Et les fuites de procès-verbaux sont des atteintes à la justice. Non, parce que ce sont des fuites et qu'il est médiocre qu'un magistrat s'y prête. Je comprends qu'ils puissent être tentés, très bien, ils le font. Et alors qu'ils donnent tout le dossier. Et que ceux qui parlent d'un dossier donnent tout le dossier. Quand vous avez un procès-verbal, vous prenez celui que vous voulez, celui qui vous inspire le plus, celui qui va correspondre à ce que vous voulez dire. Il faut une sacrée honnêteté, presque autant qu'un juge, pour parler d'un dossier judiciaire avant qu'il soit terminé. Et est-ce que ces fuites, elles ne sont pas aussi organisées par le pouvoir en place? Elles servent aussi... parfois d'orienter la justice dans un sens ou dans un autre, non? Tout le monde a envie de tenir la main du juge. Tout le monde. Il n'y en a pas un qui n'ait envie de le faire, y compris ceux de nos concitoyens qui lisent des articles sur une affaire en cours. Il y a celui qu'ils aiment et il y a celui qu'ils n'aiment pas. Si l'on vous dit du mal de quelqu'un que vous n'aimez pas, vous serez tenté de le croire et inversement. Ne prêtez pas trop de choses au pouvoir. Il a surtout du pouvoir dans l'ignorance de nos concitoyens. Tout à l'heure, vous parliez de ma carrière. Ils ne l'ont pas fait exprès, je vous rassure. Chaque fois que j'ai été nommé, c'était pour m'écarter. Il n'y avait pas de chance, ils n'avaient pas prévu l'affaire VAOM, ils n'avaient pas prévu qu'il y aurait des maçons à Nice, ils n'avaient pas voulu le voir en tous les cas. Donc là, il y a tout un ensemble de choses. Je trouve que dans ce pays, on donne trop d'importance pouvoir. J'aime bien regarder quand il y a des anciens ministres, premiers ministres qui se promènent dans la foule, là, il y a une espèce de révérence qui se manifeste. C'est assez drôle, vous savez. On voit bien la faiblesse démocratique de ce pays. Alors évidemment, je comprends qu'on soit tous prêts à dire « Oh, quel courage !» Après, vous avez dérangé quand même, même si vous ne voulez pas accorder trop de place au pouvoir, vous avez quand même dérangé le pouvoir en place plusieurs fois, et d'ailleurs de différents pouvoirs, on peut dire. Je n'ai pas dérangé le pouvoir en place, j'ai exercé mes fonctions. Si ses amis étaient au bout du fil, que voulez-vous que j'y fasse? C'est vrai que j'ai eu l'honneur qu'un président de la République, un 14 juillet, parle de la façon dont on concevait la justice à Valenciennes. C'était un peu faiblard de sa part, s'entend. Mais
C'est tout. Et le pouvoir, il était, parce qu'il transperce notre vie. Mais ce qui est terrible, c'est la dévotion que nous avons envers lui. C'est ce qui fait sa force. On manque d'irrespect selon vous, on manque d'insoumission? Oh oui, c'est vrai que je ne vais pas parler de courage, non, je peux parler de peur, de lâcheté, d'insignifiance, de pusillanimité, mais... Éric de Montgolfier. Alors, Virginie Tellez, je disais plus connue sous le nom de Frigide Barjot. D'abord, je voudrais dire que vous êtes une humoriste parce que c'est ça votre métier de base. Quand on s'appelle Frigide Barjot, c'est voilà, en général. Même si certains le croient. Mais... Vous êtes chanteuse? Oui, enfin, je fais semblant. Je chante Fais-moi l'amour avec 2 doigts, c'est ça qui m'a permis d'aller très loin dans ma carrière. Je préfère que ce soit vous qui le disiez que moi, mais effectivement, vous avez chanté ça devant quand même pratiquement 1 million de personnes. Ce que je peux dire de cette, c'est pas une expérience, de ce grand moment démocratique que nous avons vécu ensemble, et je pense pour une partie d'entre vous, non? Il y en avait qui étaient dans les manifs? Levez la main ceux qui étaient dans les manifs. Ah ben ils étaient 2. C'est le courage de la salle. Bon, oui, exactement. Voilà. En tout cas, c'est vrai que je peux dire que j'ai rivalisé avec Johnny Hallyday sans avoir le moindre talent par rapport à lui, bien sûr. C'est que j'ai pu chanter à la fin de la première et, je dirais, la très grande manifestation démocratique, populaire et pacifique et non homophobe que nous avons levée contre toute attente le 13 janvier 2013. Eh bien, je m'étais réservé mon petit orchestre des Têtes Pompidouze, parce que j'ai dit, moi aussi, je chanterais devant 1 million de personnes. Alors, on plaisante, mais c'est, je crois, aujourd'hui, une des premières fois que vous refaites une intervention en public dans une salle importante. Vous avez été tout à l'heure interviewé par France 3. Je crois que ce matin, on vous a entendu sur France Bleu Provence. Dans le TGV. Dans le TGV. Ouais. Ça faisait longtemps que les journalistes vous avaient plus interviewé. Vous avez eu le sentiment, après cette affaire, d'avoir été blacklisté par la presse. Vous avez, vous aussi, quelque part, dérangé le pouvoir en place. On vous a écarté, je crois que vous avez payé aussi au prix fort votre engagement, puisqu'on vous a... Je suis en train de payer, cher ami. Vous êtes encore toujours en train de payer, puisqu'on vous a expulsé de votre appartement. Oui, dans le 30 septembre, je suis à la rue, absolument, même si effectivement j'ai un patrimoine pour me reloger, mais comme personne ne veut acheter mes biens, eh ben, c'est assez embêtant, parce que je n'ai pas de quoi racheter un appartement. Mais en 2 mots, écoutez, ce qui s'est passé est assez simple. Ce n'est pas les médias qui m'ont mis de côté, c'est le pouvoir en place. Il ne s'attendait pas. Je vais vous expliquer. Quand le président de la République, vous l'avez dit très justement, Jean, tout à l'heure, est en place depuis 9 mois, complètement par défaut, on va quand même dire les choses, normalement c'était Dominique Strauss-Kahn qui aurait dû être candidat. Et puis bon, bah, là, il y a des histoires, de février. Il m'a entendu chanter? Non, pas là où il était. Non, il m'a pas entendu chanter, pas comme ça. Je ne vais pas non plus déflorer un secret d'État. Non, c'est ce qu'elle dit. Très honnêtement, François Hollande a été élu surtout par rejet de Nicolas Sarkozy. Ah, c'était votre professeur, François Hollande, vous l'avez... Oui, bien sûr, parce que j'ai eu la chance de l'avoir comme professeur d'économie. Ben, voyez où nous en sommes aujourd'hui. Quand même meilleur professeur que le président de la République en économie. Bien. Alors, pour le reste, cet homme est élu et évidemment, pour marquer immédiatement son mandat, il va faire une grande loi de société. Et en pensant, à juste titre, que personne ne bougerait, car elle touche à un problème qui n'a jamais été débattu réellement dans notre société, c'est la place de l'homosexualité. Or, depuis toujours, il s'oppose, les tenants, j'allais dire, d'une vision totalement égalitaire qui permet de dire qu'être 2 hommes ensemble ou un homme et une femme ensemble, c'est exactement la même chose, ce que nous n'avons jamais contesté du point de vue de l'amour et de l'union, je tiens à le dire. Et de l'autre côté, ceux qui disent l'amour homosexuel, ça n'existe pas, et le couple homosexuel n'existe pas. Eh bien, entre les deux, le pouvoir prend soit la majorité de gauche, soit la majorité de droite. Posture idéologique sur et il n'y a pas de consensus parce qu'il n'y a pas eu de débat. Voilà, c'est simple, alors que l'homosexualité est une réalité, et que de là en changer la filiation humaine et dire qu'un enfant
peut naître de 2 hommes, ce qui est le cas aujourd'hui, et bien effectivement, ça permet de se poser un problème de conscience. Alors vous vous dites laïque, vous vous dites républicaine, vous vous dites non homophobe. Un homophobe, je suis gay-friendly, j'étais dans les boîtes de nuit gay pendant 25 ans. Est-ce que vous pouvez imaginer que, effectivement, le président de la République s'attende à ce que la femme qui allait prendre la tête complètement, j'allais pas dire par hasard, ma conscience, un jour, m'a dit, tu ne peux pas laisser une loi républicaine dire, sans en débattre, sans la soumettre au peuple, qu'un enfant aura comme identité civile que la petite Marie est née de Bernard et Roger. Voilà. C'est ça, aujourd'hui, la loi, ce qu'elle cache, enfin, ce qu'elle a établi. Or, pour ça, il faut aussi dire que les couples sont égaux, et ça, nous sommes d'accord. Encore une fois. Eh bien, je me suis levée. Et le premier des miracles, c'est que tous les gens qui étaient plus ou moins concernés, mais ceux qui avaient toujours mené les combats, en fait, qui sont liés à l'IVG, à la procréation et à l'homosexualité, étaient des antipax. J'ai pris un haut-parleur et j'ai dit, nos amis homosexuels, avec nous, on vous aime, et tous ensemble, on va demander à débattre dans ce pays. Bien, 200 000 personnes. Le 13 janvier, c'était 1 million, le raz-de-marée. Monsieur Hollande n'a pas pu faire autrement que de nous faire passer par une petite porte, quand même, pour nous recevoir. Il attendait Madame Boutin. Eh bien, il ne l'a pas eu. Il a eu Brigitte Bardot avec un homo et une gaucho. Il y en avait 2 en plus qui étaient ses profs à Sciences Po. Donc, si vous voulez, c'était très détendu quand même. Hein. Je lui ai dit, Monsieur le Président, regardez-moi bien dans les yeux, Monsieur le Président. Alors, on avait droit au petit salon vert, mais c'est l'Élysée quand même. Hein. Et parce que Jacques Chirac, hein, parce que moi j'ai un peu milité pour Jacques Chirac, il m'a jamais reçu à l'Élysée, même pas à la garde des partis, hein, pendant 20 ans. Bon, et la Hollande, ouais, le prof, tout ça, je lui dis, mais Monsieur le Président, dans les yeux, est-ce que vous connaissez le chiffre, vous qui annoncez 300 000, alors que quand le podium était démonté, il y avait encore des gens qui arrivaient dans la nuit et qui avaient leur carte qui était déjà repartie. Est-ce que vous entendez ça? Et il a été obligé de baisser les yeux et de dire, oui, je connais le chiffre. Je lui dis, ben, Monsieur le Président, va falloir que vous nous donniez la parole et qu'on débatte. Et bien, qu'est-ce qu'il a fait? La fois d'après, il a laissé entrer l'extrême, enfin, des éléments incontrôlés, on va dire, vous savez, c'est les petits gars du GUD, hein, on avait Clément Méric qui s'en est pris plein la gueule et tout ça, voilà. Le GUD, c'est un mouvement étudiant d'extrême droite, hein. Oui, enfin, vous voyez bien, enfin, après, ça fricote à l'extrême droite, tout ça, machin, bon. Et là, eh ben, la violence s'est immiscée. Et un mouvement pacifique, c'est-à-dire légitime, dès lors que la violence commence à s'immiscer et que le pouvoir la laisse entrer dans la manif, eh ben les médias ne montrent plus que ça et on dit « Vous avez vu votre manifestation, Madame Bardot, vous libérez la parole homophobe, vous laissez rentrer l'extrême droite. » Il n'y avait rien de tout ça. Le pouvoir a cassé le mouvement. Et le ministre de l'Intérieur s'appelait M. Valls. Et ben, ils ont cassé le mouvement comme ça et ils ont mis les antipax à la tête du mouvement. Virginie, ça veut dire que... Est-ce qu'on va enfin se mettre à débattre alors qu'on est à la veille d'une catastrophe institutionnelle et d'une catastrophe morale et politique, si ce n'est économique? Qu'on est en train aujourd'hui de cristalliser sur le sociétal en mettant Madame Najat Vallaud-Belkacem face à Madame de la Rochère et que le reste des Français n'a pas voix au chapitre? Je ne suis pas tous les Français. Je suis ceux qui veulent parler honnêtement sur les fondamentaux de cette société et à côté de ça sur les fondamentaux économiques et comment on relance effectivement de la croissance ou en tout cas du travail dans notre pays. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des millions de Français qui ne demandent que ça et qu'aujourd'hui c'est totalement volé par les médias, les lobbies et les partis? Pourquoi 30% des Français seulement font confiance aujourd'hui à la classe politique et par défaut et par dépit vont placer Madame Le Pen encore aujourd'hui dans un sondage en tête au 2e tour? Mais posez-vous la question, mes amis, et réveillez-vous. Un peu de courage, s'il vous plaît. Jean-François Kahn, est-ce que effectivement on peut, où on est encore en France, dans un pays de liberté d'expression, où on peut débattre de sujets. Alors je ne parle pas des opinions qui ne sont pas les opinions d'ailleurs qui sont des délits, on ne parle pas de négationnisme, on ne parle pas de racisme, on ne parle pas d'homophobie, on parle d'un certain nombre de vrais grands sujets de société. Est-ce que ce pays il est encore capable, et les médias, est-ce qu'ils sont encore capables d'animer ce débat avec des médias d'opinion, avec des opinions différentes?
Est-ce que le débat républicain existe encore dans ce pays? Ou est-ce que, comme le disait Virginie Tellem, il y a des lobbies qui existent, il y a des gens qui font pression pour que... alors, certains ont pensé appellent ça la pensée unique. Est-ce que vous avez le sentiment, effectivement, qu'aujourd'hui, on peut parler de tout et de toutes les idées, et je le disais tout à l'heure, de toutes les idées respectables? Oui, on ne peut pas dire qu'on est... On ne peut pas dire que la France est devenue une dictature totalitaire. On peut débattre. Il y a des sujets sur lesquels il est difficile de débattre. En l'occurrence, les sujets sociétaux, c'est un sujet où on peut encore débattre. Pour une raison... Oui, on peut encore débattre. Pour une raison... Virginie prend un micro. Pour une raison évidente, c'est que c'est un des sujets où il y a un clivage qu'on retrouve dans les médias. Ne serait-ce que cela. Ça favorise le débat. Mais il y a en effet des sujets où ça devient très difficile. À partir du moment où il y a un consensus politico-médiatique, c'est plus difficile en effet. Ça veut dire que le consensus politico-médiatique, il existe parce qu'il y a un consensus politico-médiatique dans l'opinion, chez les gens, ou est-ce qu'il est organisé, ce consensus politico-médiatique? Est-ce qu'elle a l'impression de nous dire, Virginie, quand elle dit ce consensus, il est manipulé en quelque sorte? Il y a une désinformation qui fait qu'il faut penser ça et pas différemment. Mais c'est exactement ce que je dis. Écoutez, comment se fait-il que le jour où le juge d'instance du 15e arrondissement nous a mis à la porte, juste parce que un mois avant j'avais été lâché par mon mouvement qui en fait a été repris par les réseaux cathos, eh bien pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, il n'y a pas une personne en France, vous m'entendez, il y avait, excusez-moi, il y avait des députés qui étaient dans la rue, j'en vois quelques-uns là, eh bien, pas un s'est levé en disant, écoutez, cette femme n'a pas à être jetée comme ça, faites-lui un procès équitable. Oui, ben voilà, silence, radio. Jean-François Canet, ça veut dire quand même que, globalement... Jean-François, pourquoi vous ne m'avez pas défendu? Je n'ai rien fait de mal. J'avais une autorisation, moi. Dans le cas de... on peut ne pas se polariser sur le cas, si j'ose dire, de la Manif pour tous et de Brigitte Bardot. Dans le cas de Jean Lassalle... Le problème, c'est pas tout à fait ce qu'elle dit. Je veux dire, il y a eu un vrai problème. Mais c'est pas tout à fait ce qu'elle dit. Faut pas... Je comprends qu'elle le dise. C'est son problème, c'est son aventure, c'est son drame, c'est etc. Je comprends qu'elle dise. Mais c'est pas tout à fait pour admettre qu'on puisse pas être à 100% d'accord avec vous. Pour l'admettre, ça fait partie du débat aussi. Mais bien sûr. Mais l'appartement. Attendez, on peut. Faut pas ramener un truc personnel comme ça. C'est pas bien et d'abord c'est pas efficace. Alors vous pourriez être beaucoup plus efficace si vous ne rappelez pas un truc à vous comme ça. C'est-à-dire, il y a eu de la part une tendance à cliver de façon artificielle. Vous êtes contre le mariage gay, vous remettez en cause le mariage gay, donc vous êtes avec l'extrême droite homophobe. Donc et ça, il y a une tendance comme ça. Et ça représente. Oui, c'est ça, il y a une tendance dans la société, mais qui rebondit, je veux dire, qui a un rebond du clivage politique à tous les niveaux. C'est-à-dire, tant qu'on aura ce système de clivage total, le système de séparation de la société en deux, vous êtes ici ou vous êtes là, vous êtes pour la relance par le demande ou la relance par l'offre, vous êtes pour la relance ou pour l'économie, vous êtes pour la liberté ou vous êtes pour la sécurité, tant qu'on aura cette espèce de primitivisme absolument intégral dans les débats, vous êtes noir, vous êtes blanc, vous êtes ici, plus ce manichéisme qu'on a en politique étrangère, vous êtes avec Kiev ou avec Poutine, vous êtes avec les rebelles syriens ou avec Bachir al-Assad, tant qu'il y aura cette espèce de chape de plomb, de soumissionnisme total, de ce clivage total, alors oui, il y aura, comme le dit ce thème, vous ne pouvez pas être contre le mariage gay, ça veut dire que vous êtes homophobe d'extrême droite. Ça oui, il y a un vrai problème. Celui-là, je le reconnais. Merci Jean-François. Et c'est celui-là. Est-ce que vous avez le sentiment quand même qu'on n'a plus le droit de dire les choses, etc. Est-ce que vous avez le sentiment quand même que il n'y a pas une espèce de côté suiviste globalement dans les médias? Il n'y a pas eu de vrai débat un petit peu animé dans les médias sur ces sujets-là? Est-ce qu'il n'y a pas quand même un côté panurge? Il y a eu des débats. Non, c'est pas vrai. C'est pour ça que je vous dis, il y a un certain nombre de sujets où il n'y a pas de débat. On en parlait ce matin. Je veux bien reprendre l'exemple que j'ai donné ce matin, qui est quand
alors qu'on vous demande pour un oui ou pour un non, votre avis, vous voulez faire un débat sur le livre de Madame alors vous voulez défendre Madame ou être contre elle, cracher sur le président ou le défendre, ça oui, on peut, bon, très bien. Quand il y a 3 ans, il y a eu je répète, je suis désolé de répéter quelque chose que j'ai dit ce matin, mais ça correspond à ce qu'on est. Quand il y a 3 ans, je crois que c'était il y a 3 ou 3 ans et demi, il y a eu une intervention à Libye. Je pensais que c'était une catastrophe, que c'était une folie. Mais à l'époque, c'est un président de droite qui le décidait, la gauche soutenait, le PS soutenait, il y avait des intellectuels derrière, il y avait très bien. Là, c'est moi qui suis intervenu pour dire, attendez, on les entend tous, ils sont tous pour. Je voudrais pouvoir dire pourquoi je trouve que c'est une folie. Pourquoi? Je n'ai pas pu. Alors que pour un oui ou pour un non, on vous demande de venir à la radio, à la télé pour discuter, etc. Je n'ai pas pu. Là, voilà, ça c'est un exemple. Je n'ai pas pu. On n'avait pas le droit de dire pourquoi on était... Si, on avait le droit. C'est même très important. Marine Le Pen avait le droit. Parce qu'on ne peut pas, elle est présidente d'un parti. Ça. Donc on a seul qu'on a entendu dire qu'elle était contre l'intervention en Libye. Donc, et vous imaginez comment ça la tire aujourd'hui, c'est Marine Le Pen. On ne pouvait pas dire qu'on était contre. Et je pourrais vous prendre toute une série d'exemples où on ne peut pas. Mais en l'occurrence, cet exemple-là est un mauvais exemple. Là, on peut. Donc, ça veut bien dire qu'il y a des sujets sur lesquels les médias, globalement, ne se risquent pas, parce que qu'ils ne se risquent pas. Parce que c'est pas politiquement correct. C'est pas qu'ils ne risquent pas. D'ailleurs, ça touche le problème du courage. Les journalistes, je ne suis pas plus journaliste, donc j'ai une expérience. D'une façon générale, les journalistes, oui, sont plutôt plus courageux qu'ils n'étaient. Mais, c'est moi aller jusqu'au bout. Plutôt plus courageux qu'ils n'étaient. Se posent des problèmes déontologiques qui ne se posaient pas. Vous n'imaginez pas ce que j'ai connu. Moi, j'ai couvert un jour la manifestation de Charonne, là où il y a eu 9 morts, etc. On m'a envoyé mon journal le couvrir. Je l'ai couvert, et puis je suis arrivé, et personne ne demandait rien. Elle dit, mais attendez, vous m'avez envoyé, en plus c'était dur. Ouais. Alors je m'approche du chef du service, du directeur en chef. Il était au téléphone. J'écoute, et je m'aperçois qu'il était avec le ministère de l'Intérieur qui lui dictait le récit de la manifestation. Et là, on était en quelle année? Moi, on m'a rien demandé. Mais ça serait plus possible aujourd'hui. Même bien après, à l'Express, on n'avait pas le droit de dire une ligne sur le conflit. Je couvrais le conflit du 6 jours. S'il y avait une ligne qui n'était pas totalement à 1000% sur la ligne israélienne, ça passait pas. Quand j'étais à Paris, à Europe 1, à la télé, c'était interdit de faire la moindre allusion à l'affaire des diamants de Giscard. Quitte à dire que c'était une fausse affaire, d'ailleurs, c'était interdit. Tout ça, c'est plus possible aujourd'hui, pour des tas de raisons. Parce qu'il y a des contre-pouvoirs, parce que, etc. Vous me direz, c'est idyllique, hein, ce que je dis, plus d'indépendance, plus, etc. Eh oui, il y a un problème. C'est qu'en toute liberté, car ils sont plus libres qu'avant, en toute indépendance, parce qu'ils sont plus indépendants qu'avant, les journalistes ont tendance à penser tous la même chose. Mais en toute honnêteté, en toute liberté, en toute indépendance, ils pensent pas là-dessus, justement, c'est pour ça que c'est un mauvais exemple. Là-dessus, ils sont divisés. Mais sur beaucoup de choses, en politique étrangère, en politique économique, en politique sociale, ils pensent absolument tous la même chose, parce qu'ils sont dans la même ville, parce qu'ils vivent au même endroit, parce qu'ils sont très peu par journaux, donc ils se retrouvent dans les mêmes lieux, parce qu'ils finissent par faire autre chose, parce qu'ils viennent du même milieu sociologique, parce qu'ils viennent tous plutôt de la gauche ou de la gauche de la gauche, et qu'à mesure qu'ils ont évolué, etc., ils sont ralliés à la doxa néolibérale. Donc ils se sont fait une espèce d'idéologie syncrétique qui est faite d'un peu de néo-gauchisme sur le plan sociétal et de ralliement à l'idéologie néolibérale sur le plan économique. Et que tous, ils participent, je veux dire, de cette idéologie. Mais c'est en toute indépendance et en toute liberté. Donc puisque vous me demandez d'être précis, ben voilà, alors je vous le dis, voilà quel est le problème. Merci beaucoup. Jean-François Kahn, on peut l'applaudir. Merci.
Le courage. Le courage, manifestement, on a le sentiment, à travers les exemples et les réactions, que, évidemment, il ne faut pas s'arrêter à ces exemples. Mais vous avez écrit un livre qui s'appelle L'affaire du courage, dans les années, enfin, en 2010, si ma mémoire est bonne. Ça veut dire quand même que vous devez avoir des inquiétudes en tant que philosophe sur, on va dire, le dessaisissement peut-être d'une certaine partie de la population par rapport à cette vertu, qui est une vertu aussi, et vous l'expliquez très bien, un peu fondatrice d'ailleurs de la République et de la démocratie. Il fallait avoir du courage pour créer aussi la démocratie comme l'ont fait les gens de la Révolution française. Ça veut dire que c'est une vertu effectivement qui est en perte de vitesse en France, vous avez le sentiment? Alors, sur la fin du courage, j'avais joué tout de même de l'homophonie, si j'ose dire, dans le sens où la finalité, et puis il y a un sous-titre qui s'appelle « Reconquête d'une vertu démocratique », mais effectivement, l'expérience du courage, on l'a fait souvent par le découragement, si j'ose dire, par cette épreuve à un moment donné où on perd le courage. Donc, et ça, je crois que chacun d'entre nous, dans nos vies, on perd le courage. Et mon enjeu, c'était de montrer, si vous voulez, que le courage était un outil de protection du sujet. Alors que généralement, on faisait du courage quelque chose qui vous met en danger, ce qui n'est pas nécessairement faux. Mais sur le long terme, le prix du manque de courage est bien plus cher à payer pour le sujet que le prix du courage. Donc l'enjeu c'était, est-ce que le courage est un outil de régulation? Est-ce que nous sommes dessaisis collectivement de cette question pour les meilleures raisons du monde? Je rejoins Jean-François, c'est-à-dire, en gros, vous avez deux grands simulacres. Premier simulacre, le système. Je peux rien faire, le système il a 1000 noms. La mondialisation. Moi je suis enseignant-chercheur, on va dire le ministère. L'université, chacun a son système à soi, que précisément la bureaucratie est tellement forte, à quoi bon, ce caractère inéluctable, et là vous avez tous les aquabonistes, etc., qui se prennent là-dedans. Donc premier simulacre, le système. Deuxième simulacre, plus pernicieux, l'état de droit, en dernière instance, la démocratie, c'est du statu quo. Donc, ça marche presque tout seul. Il y a eu ce rêve d'ailleurs d'une démocratie libérale automatique. À côté de leur vie, vous me direz, c'est pas bien grave, mais ils passent bien évidemment aussi à côté de la dimension publique d'eux-mêmes, qui est de créer une vie en commun.